Ceci est notre première vidéo consacrée à CSS3. Alors CSS3 c'est rien de plus qu'une nouvelle spécification avec de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles propriétés qui s'ajoutent évidemment aux anciennes. Je vais surtout donner des exemples, mais ce qu'il faut savoir c'est que la prise en compte de ces propriétés par les navigateurs est très variable. Donc pour chaque propriété, il faut se renseigner sur quel navigateur la prend en compte, à partir de quand, donc à partir de quelle version il la prend en compte, pour savoir comment utiliser cette propriété. Si vous voulez être compatible avec tous les navigateurs, et notamment des versions un peu anciennes de ces navigateurs, parfois il faudra renseigner jusqu'à 4 champs, 4 attributs pour une seule propriété. Une qui sera spécifique à Mozilla Firefox, donc -mods, le nom de la propriété. Une autre à WebKit, donc c'est Safari, Chrome et Opera depuis 2013. Une autre à Opera pour les versions antérieures, et puis -o donc, et puis -ms pour Internet Explorer. Alors, on ne va pas énumérer toutes les propriétés CSS, ce serait à la fois long et inutile. Ce que je vous propose, c'est de passer en revue quelques champs d'application avec des exemples, ce qui vous permettra d'avoir une idée de ce qui est possible et de savoir quoi chercher quand vous aurez un besoin ou une idée précise. Alors on va travailler avec JSFiddle, qui est un site web qui permet de montrer des exemples de programmation web assez simplement, des exemples de CSS et de JavaScript essentiellement. Donc on peut insérer pas mal de librairies JavaScript, on aura l'occasion peut-être d'en reparler. Donc on met en fait son code HTML dans un cadre ici en haut à gauche, on met son code CSS en haut à droite, on met du code JavaScript si on en a, mais là on n'en a pas puisqu'on parle de CSS, et puis on obtient le résultat ici en bas à droite. Alors nous ce qu'on va faire c'est que on va pas, je vais pas vous montrer l'ensemble du site en permanence parce que peut-être que vous avez des résolutions un petit peu faibles et donc vous risquez de ne pas voir le texte. Donc je vais me concentrer sur le cadre CSS et le cadre du résultat. Je pense que vous pouvez comprendre sans voir le cadre qui correspond à l'HTML. Alors, mon premier exemple concerne les dégradés de couleurs. Alors, on voit ici les fameuses propriétés dont j'ai parlé spécifiques au navigateur. Donc, ces commandes sont nécessaires pour des versions assez anciennes. Donc là, par exemple, pour la propriété linéaire gradiente dont je vais parler. La version pour Firefox, c'est pour Firefox de 3.6 à 15, qui est déjà une version relativement ancienne. Donc, pour chaque propriété, il peut ou pas y avoir une commande alternative, comme celle-là, selon le navigateur, et le support de la commande générale a commencé à une version différente. Donc ici on voit Firefox 15, ça signifie que le support de linéaire gradiente pour la commande générale a commencé à Firefox 16, mais pour une autre propriété, ce sera Firefox 12 ou Firefox 20. Donc dans les exemples qui suivent, je ne vais pas reprendre à chaque fois toutes les commandes, pour des raisons de clarté, c'est à vous de vérifier quand vous utilisez une propriété CSS 3 de la compatibilité avec les principaux navigateurs et des numéros de version à partir desquels la propriété est prise en charge, et de prendre votre décision en fonction de ce à quoi vous voulez être compatible. Alors revenons au dégradé. Là on voit ma commande qui dit tout simplement que le fond est un dégradé qui va du rouge vers le bleu, et par défaut c'est un dégradé vertical. Et on obtient effectivement un dégradé vertical du rouge vers le bleu. Évidemment, on peut mettre n'importe quel type de couleur, y compris des codes RGB ou des codes hexadécimaux. Alors pour avoir un dégradé horizontal, alors pour éviter de devoir mettre à jour toutes les commandes d'un coup, je vais me contenter de celles-là, non pas parce qu'elles sont inutiles, mais pour ne pas avoir à faire mes modifications 4 fois. Et donc je peux obtenir un dégradé horizontal en spécifiant to right, donc vers la droite, et de cette façon là j'obtiens un dégradé toujours du rouge vers le bleu, mais cette fois-ci horizontal. Je peux également avoir un dégradé diagonal, par exemple là je vais dire vers le bas à droite, et je vais obtenir un dégradé vertical du haut à gauche jusqu'en bas à droite. Et puis je peux carrément préciser un angle, par exemple je vais dire moins 10 degrés, et j'ai un angle de moins 10 degrés pour mon dégradé.
Enfin, ce que je peux faire, c'est que je peux ne pas me limiter à 2 couleurs. Je peux en avoir autant que je veux. Donc, mettons ici 3. Et voilà mon dégradé avec 3 couleurs. Je vous laisse juger vous-même de l'élégance de la chose. Alors, on peut aussi faire des dégradés non linéaires. Je vous laisse vous plonger dans la doc pour découvrir ça, des dégradés circulaires, en ellipse, etc. Je continue avec, cette fois, les bordures. Alors, les bordures, pendant des années, avant le CSS3, les bords arrondis étaient très à la mode dans les éléments, les bordures des éléments, et pour les faire, on devait créer 4 petites images de la même forme que la bordure, avec des coins arrondis, et les placer subtilement avec le CSS pour simuler une bordure arrondie sur les côtés. Alors c'était assez pénible à faire, c'était surtout très pénible à maintenir. CSS3 est arrivé à la rescousse, et même si maintenant les coins arrondis sont un peu moins à la mode, c'est devenu très très facile à faire. Donc on utilise la propriété qu'on voit ici, border radius, donc ça c'est pour le premier élément. 25 pixels, c'est le rayon du quart de cercle dont on parle. D'accord. Donc là, on va avoir un rayon de 25 pixels. Et puis pour celle de l'élément du bas, voici la commande qui correspond. Donc c'est border radius 5 pixels, et donc on voit qu'on a un arrondi, cette fois un petit peu plus discret. Alors on peut spécifier, si on le souhaite, des rayons différents pour chacun des coins. D'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici on va remplacer border radius par ces 4 commandes qui nous disent border top left radius, donc l'arrondi qu'on veut en haut à gauche, top right en haut à droite, bottom right en bas à droite, bottom left en bas à gauche. Et donc ce qu'on obtient à ce moment-là, c'est que les 2 bordures du haut sont arrondies, les 2 bordures du bas ne sont pas arrondies. On peut faire les combinaisons qu'on souhaite. Alors, dans le deuxième exemple qu'on a ici, donc la deuxième boîte avec du texte, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une ombre portée, d'accord, avec un léger dégradé. C'est ce qu'on obtient avec la propriété box shadow, qui est ici. Alors, la première dimension, le premier paramètre, c'est le décalage horizontal. Le second, c'est le décalage vertical. Le troisième, c'est la longueur du dégradé, en quelque sorte. On va voir un exemple. Et puis enfin, c'est la couleur. Alors, on peut modifier toutes ces valeurs, et on peut également, par exemple, mettre des valeurs négatives. Donc si je mets moins 10 pixels, on voit que là, la bordure qui est actuellement à droite va être à gauche. Si je reviens à ma propriété, voilà. Si je mets cette fois une valeur négative pour le décalage vertical, on voit que on va se situer en haut de mon élément. Et puis pour le troisième paramètre, donc là j'ai 5 pixels, donc observez bien l'ombre. Si je passe à 1 pixel, je vais obtenir quelque chose de beaucoup moins dégradé, je vais obtenir une ombre beaucoup plus nette. Voilà, je le remets pour vous remontrer. Voilà, on a un dégradé beaucoup plus important dans ce cas-là. Alors pour les bordures, on peut également avoir une bordure avec des images. Donc on spécifie une image et le navigateur va multiplier cette image sur les côtés, autour de l'élément, pour obtenir une bordure. Bon, je vous épargne la syntaxe parce que j'ai pas vraiment compris l'intérêt. Alors un peu plus intéressant par contre, c'est la transparence des éléments. Alors, on voit sur cet exemple qu'on a du texte sur fond rouge et une image. Il se trouve que dans le code HTML, j'ai mis d'abord l'image et ensuite le texte sur fond rouge. Et du coup, l'un est par-dessus l'autre. Donc on a dans les deux cas, mes deux éléments sont en position absolue top 0, position absolue top 0, et le résultat c'est que le logo de notre bien-aimée université est malheureusement caché par le texte. Donc pour arranger ça, j'ajoute une propriété nommée opacity, que je vais mettre par exemple à 0.5.
Donc quel est le résultat? On va avoir une transparence de notre élément et on va voir l'image qui s'affiche derrière. Alors, j'ai mis 0.5, je peux avoir n'importe quelle valeur entre 0 et 1. 1, c'est opacité maximale, donc c'est pas de transparence du tout. Donc c'est la valeur par défaut. Et 0, c'est opacité minimale, donc transparence totale, on ne voit pas du tout l'élément. Alors, ce qu'on peut considérer comme un inconvénient, ce qu'on voit ici, c'est que tout l'élément est un petit peu transparent, et donc on voit moins bien le texte, puisque le texte lui-même est transparent. Ce que je pourrais vouloir, c'est que le fond soit un petit peu plus transparent, mais que le texte soit toujours aussi net. Alors c'est possible avec, donc j'enlève cette commande, avec une définition, une nouvelle façon de définir une couleur. Donc vous connaissez RGB, qui est la définition par les composantes de rouge, les composantes de gris, les composantes de bleu. On va ajouter RGBA, on va créer RGBA, voilà, qui prend cette fois 4 paramètres, et le quatrième paramètre, c'est la transparence de la couleur de fond. Donc là, ma couleur de fond, ça va être du rouge avec une transparence de 5, et regardez la différence. Voilà, on a toujours notre fond rouge transparent à moitié, puisque 0,5, mais cette fois, le texte est bien net. Donc ça peut servir si on veut que le texte reste net, mais que le fond soit transparent. Alors, les polices de caractères, grâce à CSS3, on peut également intégrer n'importe quelle famille de police qui est installée sur le serveur sans qu'il soit nécessaire de l'installer sur le client. Donc ça peut être très puissant, puisque ça veut dire qu'on peut du coup utiliser n'importe quelle famille de police qui existe, et ça permet de s'affranchir des vieilles polices par défaut qui sont classiques sur le web et qui peuvent, pour certains sites, paraître un petit peu tristes. Alors, comment ça fonctionne? Tout d'abord, on déclare avec la commande fontFace la famille de police que je souhaite créer. Donc, on lui donne un nom avec fontFamily. Donc ça, c'est moi qui définis ce nom. D'accord? Il se trouve que le nom de la police que j'ai choisi, c'est Calligraffiti. Et ensuite, on donne les noms de fichiers qui contiennent ces formats. Alors, les noms de fichiers, ça peut être du EOT, ça peut être du WOF, ça peut être du TTF, ça peut être du SVG. Donc là, j'ai tout mis. Tout mettre, ça permet de s'assurer que le navigateur, n'importe quel navigateur récent, sera compatible avec au moins un de ces formats. Donc on peut tout mettre, on n'est pas obligé de tout mettre. Donc là, j'indique l'ensemble. Donc une fois que tout ça a été déclaré, j'ai cette fonte qui est installée par le serveur. Et ensuite, ce que je mets plus bas, c'est que le texte, je dis qu'il doit avoir cette police, la police avec le nom que je viens de déclarer, donc fontFamily Calligraffiti, avec font weight 400, font size large et en bleu. Et donc on obtient ce qu'on voit là dans le résultat. Pour continuer sur les effets de texte, voici un exemple de texte avec une ombre. Alors c'est la propriété Text Shadow qu'on voit ici, qu'on utilise exactement de la même façon que Box Shadow. Donc j'entre pas dans les détails. Le premier paramètre, c'est le décalage horizontal, le deuxième paramètre, c'est le décalage vertical, le troisième paramètre, c'est la taille du dégradé, et le quatrième paramètre, c'est la couleur de l'ombre. Et puis enfin, toujours sur les textes, on voit dans cet exemple qu'un mot peut éventuellement dépasser du cadre dans lequel il est limité. C'est-à-dire que là, on a un cadre qu'on a limité à 190 pixels, mais comme la police est assez large, eh ben, il est possible qu'un mot dépasse le cadre. Ça peut être par exemple une URL un petit peu longue qui dépasse d'un cadre. Tout est possible et c'est quelque chose qui arrive relativement souvent. Donc si j'ajoute la commande word wrap et pour la valeur break word, on voit que je coupe le mot, d'accord? Et du coup le mot va rester dans le cadre. Si c'est une URL, de la même façon, ça va rester dans le cadre. Alors,
on a une quantité assez invraisemblable de propriétés associées à celle-là, qui permettent de gérer de façon assez fine le comportement de la coupure des mots. Je vous laisse regarder ça par vous-même.